On va commencer donc ce soir avec Mathieu. Donc Mathieu, il est d'une équipe de data visualisation et data analytics chez L'Oréal. Et il est connu non seulement pour son expertise et son professionnalisme, mais aussi pour sa bonne humeur et son sens de l'humour. Donc, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à vous partager ce soir. Et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Donc, Mathieu, la scène est à toi. Eh ben, déjà, dans l'ordre, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de reparticiper à un meet-up en physique. Ça fait tellement longtemps. Donc, merci, Léna, de l'invitation. Alors, quand elle a commencé à me proposer de participer, j'ai fait règles et anarchie, un peu le 50-50 du pie chart. Comment je vais m'en sortir avec un truc pareil? Quelle histoire je vais pouvoir vous raconter? Et puis, en fait, c'est venu assez facilement, puisque chez L'Oréal, je vous promets, c'est la dernière fois que je vous en parle. Vous verrez suffisamment de pubs de L'Oréal à l'extérieur. En fait, on a une règle, on parle de L'Oréal en disant c'est le chaos organisé. Et quand on commence à parler de chaos organisé, moi, ça... Règle et anarchie, ok, on est dans le thème, on va raccrocher les wagons. Et la première chose que je me suis dit, c'est ok, le mood actuel IT, c'est ChatGPT, c'est les DALI, les Midjourney, etc. Allons leur demander, si tu faisais un monde de data visualisation dont la règle première est une règle, tu me représentes quoi? Ça, c'est la partie de gauche, très structurée, très bien calée, etc. Puis je lui dis, bon, maintenant, on fait l'inverse, on fait un monde de data visualisation, mais tu te fais plaisir, c'est l'anarchie complète. Et là, on voit des formes, déjà, ça commence à devenir un petit peu plus créatif. Et finalement, la première chose que je me suis dit, c'est, en fait, l'anarchie en data vis, est-ce que c'est pas le pendant créatif des gens? Ce petit quelque chose qui sort un petit peu des règles. Je ne sais pas s'il y a des photographes dans la salle. Alors, vous allez voir, c'est interactif, je compte sur vous pour éviter de me prendre des bides coup sur coup. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire de la photo? Ouais, ok. Bon, alors quand on fait de la photo, il y a les photos standards, les petits selfies qu'on fait. Puis quand on commence à se pousser un petit peu plus loin, hop, Encore, je dois me mettre au milieu. Ah Tu peux te mettre là. Ou je me mets de l'autre côté. C'était le mieux pour la caméra. Hop, pour la caméra, c'est mieux par là. Allez, on se met par là. En fait, quand on commence à faire de la photographie, à se passionner pour ça, à rentrer dans toutes les techniques de photographie, on se rend compte que c'est bardé de règles. Une des plus connues, c'est la règle des 3 tiers. On doit toujours découper une image en tiers, que ça soit à l'horizontale ou à la verticale. Nos sujets, on doit les axer par rapport aux tiers, etc. Parce que c'est des règles d'esthétisme. Le nombre d'heures dans l'art a beaucoup régi finalement l'esthétisme des peintures, par exemple. Et en fait, finalement, la data visualisation, je me dis, c'est un peu les deux. Il y a une partie très analytique, hein. On manipule des données, c'est dans le nom. Et puis, il y a quand même une partie très créative, mais qui est en fait souvent soumise à des règles. Et on va les explorer, parce qu'en fait, au cœur de tout ça, il y a l'humain. Alors moi, c'est un truc qui me fait plaisir en informatique. J'hésitais entre médecine et informatique. Bon, on m'a dit, Mathieu, t'es pas fait pour la médecine, parce que le jour où il y a une personne qui restera sur la table d'opération, tu le vivras très mal. Je me suis dit, c'est vrai, un serveur qui plante, c'est moins grave. Et j'ai été très content de retrouver finalement l'humain dans l'informatique. Et quand je parle d'humain dans l'informatique, c'est ce qu'on appelle les sciences cognitives. Comment l'humain perçoit l'information, perçoit son écosystème. D'accord? Et quand on cherche, qu'est-ce que les sciences cognitives? C'est cette capacité, cette manière de processer l'information, en incluant tout ce qui est perception, vos sens, votre mémoire, votre manière de penser et votre raisonnement. Globalement, des yeux jusqu'au cerveau. Okay? Et du coup, quand on commence à se poser la question de la data visualisation, il faut forcément se poser la question de comment elle est perçue par l'humain. Okay? Donc, c'est la magie du direct. Donc du coup, quand on parle de data visualisation, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec les données? On souhaite, les rendre intelligentes. Finalement, si mon tableau de chiffres, il est mieux sous la forme d'un tableau, qui est une visualisation, il me raconte plus de choses qu'une visualisation, c'est qu'à un moment donné, dans mon processus de création d'une vise, je me suis planté. La visualisation, elle doit, vous amener de l'intelligence, parce que vous voyez des choses, des phénomènes, des tendances. 2, elle doit être compréhensible et compréhensible de tous. Alors chez L'Oréal, on est très éthique. Et moi, ça, c'est hyper facile, parce que quand je parle éthique, égalité, par exemple, quand je commence à te dire, là, tu vas changer ta palette de couleurs parce que tu
Tu comprendras que le vert et le rouge, pour les daltoniens, c'est pas foufou. Qu'on me dit, ouais, mais moi, le vert et le rouge, Joker, c'est pas éthique, tu es en train d'exclure 10% des hommes. Fin de la question, hop, ok, on passe sur du rose, rouge et du bleu. Mais du coup, on en revient à ça. Les sciences cognitives, la perception visuelle et le raisonnement intellectuel. Et finalement, la data visualisation, c'est ça. C'est comment je vais transmettre, convoyer un message à la personne pour qu'ensuite il puisse mettre en place son chemin de décision. Et ça, la décision, personnellement, je m'en moque un peu. C'est pas mon job, un. Et deux, on a tous une histoire différente. Qu'est-ce qui fait qu'une personne choisit plus la robe bleue ou le pantalon rose qu'une autre? Ça, c'est très personnel. C'est la manière dont on va décider sur la base d'une information. Mais à minima, il faut qu'on ait tous la même information, qu'on comprenne tous la même chose. Donc, typiquement, voilà ce qui arrive avant de rejoindre L'Oréal, j'ai fait 15 ans de consulting. Ça, c'est le mythique Monday Morning Report qui doit être sur la table tout en haut à 9h avec, par exemple, les chiffres des ventes sur 11 semaines. Alors, 4 divisions, pardon. Tout lien avec L'Oréal ne serait que fortuit. Mais au final, 44 cellules d'information, plus les axes, etc. Donc, c'est pas fou. Hein. Je pense que tous dans vos entreprises, vous avez déjà vu des spreadsheets beaucoup plus denses. Ça passe par les mains d'un data scientist, avec tout le respect que je dois au data scientist. Level 1, une somme, une moyenne, une variance. On va pas se mentir, dans des entreprises, vous commencez à mettre une variance, vous avez déjà éliminé beaucoup de monde. Ok, coup de chance. Vous remarquerez que pour mes quatre divisions, là, j'ai exactement la même somme, la même moyenne, la même variance. Et donc, par définition, je serais censé prendre exactement la même décision. Et là, ça passe entre les mains de quelqu'un qui a décidé de me coller des emojis, des nuages, etc., pour me faciliter un peu la prise de décision. Je suis trop bête pour comprendre une somme, donc on m'aide. Ok, ça c'est ce qui arrivait avant. Qui a déjà vu ça? Merci. Ok, la même chose, mais en image. C'est la même chose, hein. Je suis dans le même slide, ça prend la même surface, le même espace. Et là, on se rend compte que c'est pas du tout le même délire. J'ai même pas besoin d'aller voir le data scientist pour avoir une somme, une moyenne. Non, on voit qu'il se passe quelque chose. Et forcément, c'est pas la même décision derrière, potentiellement. Ça, je laisse les autres gens faire. Alors pareil, suite de données ultra connues, le quartet de Anscombe. Je vous invite à aller voir, c'est une suite de chiffres qui fait que vous allez tomber sur la somme, la moyenne, l'écart type, tout un tas d'opérateurs mathématiques. Finalement, vous allez tomber, je crois, jusqu'à la 8e décimale, exactement sur les mêmes résultats. Okay. Mais vous voyez que l'histoire derrière, elle n'est pas du tout la même. Et là où, quand je le mets en tableau, c'est un petit peu tricky de comprendre ce qui se passe dans mes 44 cellules, là, en images, 4 images, instantanément, on sait ce qui est en train de se passer, ou on imagine ce qui pourrait se passer. Donc la première chose que je dis, moi, à mes équipes, à ceux en interne, c'est on prend une visualisation, on ne fait pas n'importe quoi, elle est là, step 1, pour répondre à une business question. Je ne commence pas, moi, à faire des vises, des graphiques, si je n'ai pas la question business. Parce qu'en fait, c'est le driver du choix de vise. Okay. Donc, typiquement, je souhaite comparer mes ventes, la performance sur quelques semaines. Okay, j'ai une notion d'axe temporel par produit au travers du temps. Voilà mon outil magique. Vous allez sur Internet, vous le googlez, Chart Chooser, vous en trouverez une panoplie, du plus simple au plus élaboré. Mais déjà, ça élimine 80% des business questions. Rien qu'avec ça, vous allez voir, vous allez sortir les gens du tableau et du pie chart. Pour les 50%, les 90% des gens qui étaient... Donc, si je me réfère à ma question, ok, je souhaite voir l'évolution, comparer mes ventes dans le temps. Je pars en haut à droite, je suis sur un axe temporel, j'ai quelques catégories, je ne suis pas dans une donnée cyclique puisque je vais avoir mes 11 semaines. Donc, il me propose soit le line chart, soit le bar chart. Ok, c'est pas très sorcier. Donc, je reviens là, super. Bar chart, j'ai pris 2 catégories pour l'instant. Le vert foncé, le vert clair, assez facile à suivre dans le temps, et de les suivre semaine par semaine. Ok. J'ai oublié 2 catégories, je rajoute mes 2 catégories.
J'ai juste rajouté 2 catégories. Je reviens à mes 44 cellules. Là, ça commence à être un petit peu plus touchy. Dans une semaine, j'arrive à bien voir comment les choses se distinguent. J'ai été sympa, hein. Chaque semaine, je vous ai trié les choses exactement de la même manière que la fois précédente, histoire d'être un petit peu sympa quand même. Mais on se rend compte que c'est pas forcément évident quand j'essaie d'avoir la picture globale. J'arrive à suivre une catégorie dans le temps, j'arrive à suivre ce qui se passe dans une semaine, mais la vision un peu globale de tout ce qui arrive, un peu plus dure. En fait, mon line chart, si je retourne, mon chart chooser, si je retournais dedans, ce qu'il me dirait, c'est Mathieu, c'est ça la bonne réponse. Parce que là, tu commences déjà à avoir trop d'informations. Je suis juste passé d'un bar chart à un line chart. Et donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'un ou l'autre, c'est pas une question de goût, ni de couleur. C'est une question de lisibilité de l'information. Je ne vous l'ai pas mis, mais vous évitez aussi tous les styles 3D. Vous savez, la 3D, c'est la meilleure manière de mettre un truc tout au fond. Donc là, par exemple, ceux qui sont au fond, je sais qu'ils veulent se cacher un petit peu. Là, c'est pareil, les données qui sont au fond, c'est ceux qui veulent se cacher. Okay, vous évitez ça, l'écran est plat. Si vous mettez de la 3D dans votre image, vous êtes en train de dire à votre cerveau, sur un mur plat, il y a quand même une profondeur. Interprète-le. Ben ouais, vous mettez des artifices, une ombre portée, des petits effets de lumière, et boum, on a de la 3D. Super, votre CPU interne a processé toutes ces informations pour rien, puisque ce n'est pas le cœur de la vise. Elle est là pour transmettre un message. OK ? Truc que j'adore dans le business, c'est la business question subjective. OK ? Quel est le meilleur vendeur ? Qui voit le piège déjà dans la question ? Qui voit un piège ? Ah voilà. Ah, on sent tout de suite les gens qui ont l'habitude. C'est quoi un bon vendeur ? Ah bah ouais. Alors si on regarde, c'est forcément quelqu'un qui vend beaucoup. Alors la notion de beaucoup, déjà c'est très subjectif, step 1. Step 2, beaucoup en quantité ou beaucoup en chiffre d'affaires. Si vous connaissez Henry Ford, premier du nom, il disait toujours, un commercial, c'est quelqu'un qui doit vendre profitablement pour l'entreprise. Donc on va aller taper sur la marge. Marge en valeur absolue, ok, mais c'est lié au prix du produit. Et puis si j'en vends qu'un, je peux vers 50% sur un produit, une seule unité à 10 €. Ça ne veut rien dire. Donc en fait, finalement, j'ai besoin de tout ça. Et là, 4 indicateurs dans une spreadsheet, vous avez tout le monde en PLS en train de vous dire tableau de chiffres. Il y a autre chose que le tableau de chiffres. Le tableau de chiffres, ce n'est pas la réponse par défaut. Il y a un truc qui est vachement sympa, qui s'appelle le nuage de points, le scatter plot. Alors, vous allez me dire, Mathieu, tu as un petit peu abusé, là, tu as quand même orienté un petit peu la réponse. Donc j'ai mis le chiffre d'affaires sur l'axe des abscisses, j'ai mis la marge en pourcentage sur l'axe des ordonnées. Vous l'aurez compris, mon objectif, c'est d'être en haut à droite. Pour maximiser mon effet de lecture, step 1, et je me rends compte que j'ai oublié une légende, la taille de la bulle. Step 1, j'ai mis la palette de couleurs axée sur la marge en valeur absolue. Le gros biais cognitif et d'analyse, parce que la couleur, elle est forcément liée à ma position. J'ai pris la marge en valeur absolue, donc chiffre d'affaires fois pourcentage. Et vous voyez que je suis déjà en train de jouer un petit peu pour influencer les gens. Et puis, la bulle, la taille de la bulle, c'est les quantités. Et là, vous devriez vous dire, il y a un truc que je ne comprends pas, Mathieu. Tu as mis le bleu pour les valeurs hautes. On m'a toujours appris que le chiffre haut, c'était tout de suite rouge. La température, par exemple. Okay, ça envoie un signal, le rouge. Et vous voyez, je ne me pose pas la question de ce que ça va vouloir dire en tant que tel, selon les codes qu'on nous a appris. Moi, je me pose la question de qu'est-ce que je veux envoyer comme message. Moi, je n'ai pas envie, franchement, qu'on s'attarde sur Benoît. Merci Benoît, une bonne prime, Benoît est content. Et c'est là où je commence à répondre de manière objective, parce que vous voyez, j'ai rajouté mes 2 lignes d'objectifs. Donc façon Gartner, ceux qui sont dans l'IT, hop, qu'est-ce que je fais ? Je commence à rajouter mes emojis. Sous-entendu, mon plan d'action. En haut à droite, je donne une jolie prime. Les deux qui sont ni contents ni pas contents, je vais peut-être axer la formation. Comment vendre plus profitablement ? Comment vendre plus ? Hop. Et puis Roger, je le prends en one-to-one, on va challenger un petit peu Roger différemment. Mais là, je réponds quand même objectivement à la question, parce que j'ai collé mes objectifs, et que je sais positionner ma grille et mettre un plan d'action. Et c'est ça ce qu'on veut.
Ce que vous allez faire en plan d'action, c'est la partie décisionnelle. J'ai répondu à ma question. Et je laisse mon management décider. OK ? Donc, step 1, chart chooser. Votre meilleur ami. Okay ? Moi, je dis, ça répond à 80% des besoins. Okay ? Celui-là est très sympa. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, d'une personne qu'on commence à voir un petit peu, qui est Lisa Mahapatra, qui a fait celui-là. Et j'aime bien celui-là aussi parce qu'il amène, par exemple, la notion géospatiale. Pareil, c'est un truc, ne cherchez pas à remplacer une carte, parce qu'une carte a une dimension spatiale qu'aucun autre graphique peut avoir. Vous prenez les départements en France, je viens de la Normandie, Haute-Normandie à la base, le 27 à côté du 76. L'Eure et la Seine-Maritime. Vous cherchez à trier par chiffre ou par nom, ça ne peut pas être à côté. Hein. Okay ? Mais par contre, si vous êtes dans une logique territoriale de vos ventes, peut-être qu'il y a un département qui commence à macrophager le business de l'autre. Et ça, il n'y a qu'une dimension spatiale qui peut vous le montrer. Donc ne cherchez jamais. Le spatial a été, il y a 5-10 ans, souvent la cerise sur le gâteau de l'analytics. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau, ça adresse des vraies problématiques, mais il n'y a que ce mode de représentation-là qui le permet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, aujourd'hui, les outils d'analyse l'intègrent nativement, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était surtout souvent un surcoût, une option en plus, etc. Alors le slide chiant, pas très data-vise, j'avoue. J'ai essayé, j'ai fait un effort, j'ai mis un truc en haut à droite, je me suis dit bon, voilà. Vous enflammez pas, un chat Dali. Ça vient pas de moi. Mais en fait, step 1, quand on dit data visualisation et data storytelling, ça c'est quelques-unes des règles des sciences cognitives. Okay ? Et en fait, on se rend pas compte, mais elles sont naturelles. Donc typiquement, dans celles qu'on peut avoir assez facilement, la loi de proximité. Dès qu'on met des choses l'une à côté de l'autre, assez naturellement, je rapproche, assez naturellement, on va essayer d'associer. Puis si on a mis en plus la même palette de couleurs entre les deux graphiques, on fait instantanément le lien. Merci notre cerveau. La loi de similarité. Si vous mettez des petites croix sur votre nuage de points à gauche et que vous mettez des petites croix sur le nuage de points à droite, même si ça ne représente pas la même chose, votre cerveau, instantanément, il va dire « Ah tiens, c'est la même chose ». Donc vous n'oubliez pas de mettre la légende, step 1. Vous essayez de changer les couleurs, step 2. Puis si vous pouvez, vous changez les formes au passage. Le short-term memory processing, mon préféré. Malheureusement, vous êtes tous limités. Moi inclus, c'est pas parce que je suis de l'autre côté de la caméra que je suis meilleur que vous. Notre cerveau, c'est 6 ou 7 informations en même temps. Alors il y a une émission très connue, ça va être un peu révélateur de mon âge, même si ça commence à revenir. Qui a déjà regardé le Burger Quiz ? Merci. Qui a vu tous les gens se gaufrer à la 6e ou 7e question ? Ouais. Perception cognitive, bingo. Votre cerveau, c'est 6 ou 7 informations à la fois. Dès que vous commencez à pousser plus loin, vous tombez dans la loi suivante, qui est le Primacy and Recency Effect, qui tend à dire que la première information, vous allez souvent retenir la première ou la dernière, parfois l'une et l'autre, mais vous allez oublier ce qui se passe au milieu, parce que vous allez tellement focuser sur une manière de penser qu'à un moment donné, il y a un truc, ça va déraper forcément. Donc, tenez-en compte. Vous vous rappelez, la spreadsheet, 44 cellules. Je suis en train de vous dire, à la 7e, vous êtes déjà mort. Fini, votre PLS. OK ? Donc, OK, on sait choisir une visualisation, on sait que c'est bardé de règles, on ne fait pas n'importe quoi, on est juste en train de parler du choix. Manque de bol, l'histoire ne se termine pas là, parce qu'une data visualisation, c'est bardé d'accessoirisation. Des titres, des sous-titres, des footers, une légende, une palette de couleurs, des formes. J'aime bien parler des couleurs, parce que dès qu'on parle de couleurs, on a tous en tête le daltonien. Alors, la version un peu, si vous voulez briller en société, vous parlez du test de Ishihara, ou la planche pseudo-isochromatique, et vu le nombre d'hommes présents dans cette salle, statistiquement, j'en ai un. Qui accepte de lever la main ? Merci les statistiques. Ouais, en fait, le problème de tout ça, c'est... Hop. Non. Là, je vais avoir besoin d'un coup de main de la régie. Si, c'est bon ? Magnifique. 8 à 10% des hommes. Ok, désolé, c'est sur les chromosomes sexués. Donc, il faut aller voir papa et maman.
Ok. Et du coup, comme c'est sur les chromosomes sexués, mesdames, vous n'êtes pas exclus. C'est juste qu'il y a une notion d'X et d'Y qui rentre en compte et vous êtes un peu plus épargnés là-dessus. Ok. Donc vous faites, on va pas se mentir, le top management des grands groupes, c'est pas encore l'équité, quoique, je vous invite à regarder les statistiques chez L'Oréal. Merde, c'est la deuxième fois que je viens d'en parler. Et du coup, vous éliminez plein de monde. Typiquement, mon ancien employeur, une ESN, le directeur général France, était daltonien. Je peux vous dire que quand j'ai su l'information et que j'ai vu tous les reports qu'il recevait, je me marrais. C'était assez bidonnant. Mais en fait, c'est une manière d'exclure les gens. Et repensez ce que j'ai dit au début, le understandable. Il est là, le understandable. On ne choisit pas la palette de couleurs par rapport à ce qu'on aime. On choisit la palette de couleurs pour s'assurer que tout le monde comprend la même chose. Ok ? Alors, ça, c'est la version un peu sympatoche de la couleur. Moi, je dis, on utilise les bons visual tricks qui fit avec la donnée. En fait, vous vous rendez compte qu'on parle beaucoup de visualisation, mais je vous parle assez peu de la data derrière. En fait, on ne choisit pas forcément la palette de couleurs et la manière dont on va organiser les couleurs par rapport à ce qu'on aime. Il y a des règles sur le choix des palettes de couleurs. D'accord ? Donc au-delà même de la couleur que vous allez utiliser, en fonction de la typologie de données que vous allez avoir, si c'est une donnée catégorique, ordinale, de type intervalle ou de ratio, on ne va pas forcément utiliser la même palette. On ne va pas forcément utiliser une palette catégorique, séquentielle ou divergente en fonction de la donnée qu'on va représenter. Et ça, c'est complètement indépendant du choix de couleurs que je vais avoir. Donc, vous vous rendez compte ? Une fois qu'on a choisi les couleurs, il faut les associer pour en constituer une palette. Moi, j'ai un UX designer qui a passé une journée pour nous faire nos palettes de couleurs. Quand on a commencé à mettre tout le monde d'équerre sur des palettes de couleurs uniformisées dans le groupe, une journée complète pour me faire un PowerPoint qu'avec des petits carrés de couleurs. Je lui ai dit, c'est bien. Puis il m'a montré derrière, il m'a dit, ah, regarde Mathieu, sur Mac, quand j'applique le filtre daltonien, machin, truc, tout est nickel. Ok, super. Mais en fait, c'est une réalité. On en rigole là un petit peu comme ça, mais en fait, c'est une véritable réalité. On ne fait pas exactement ce qu'on veut sur ça. Autre aspect, on a parlé de sciences cognitives, on va quand même choisir les visualisations par rapport à nos audiences. D'accord ? On ne s'adresse pas de la même manière aux gens. Je ne m'adresse pas, j'ai la chance chez L'Oréal, troisième fois que j'en parle, mince, d'avoir un top management vraiment tout en haut, très proche. On les croise à la cafette, on les croise en soirée, etc. Et c'est assez cool, mais du coup, je ne m'adresse pas forcément, vous imaginez bien, quoique je fais des selfies avec eux, on ne s'adresse pas de la même manière au CEO de L'Oréal qu'avec son collègue à la cafette. Donc on va devoir tenir compte de l'audience. Donc il y a forcément des règles, et j'aime bien ce standard. Je ne sais pas si vous connaissez l'IBCS. Ouais, qui est un standard assez reconnu. Alors ils sont plutôt orientés finance à la base dans leur approche, mais ils ont quand même beaucoup de bonnes pratiques. Et je vous invite à aller voir. En plus, c'est en licence, si je vous dis pas Common Creative, quelque chose comme ça. Donc c'est en open source, vous pouvez le reprendre en entreprise, etc. Et il y a même des éditeurs de DataVis qui maintenant font certifier leur visualisation IBCS. Mais du coup, ils ont mis en place une méthodologie qui s'appelle Success. Bien trouvé. Donc, qui est le Say, Unify, Condense, Check, Express, Simplify and Storytell. Donc c'est des grandes catégories de guidelines pour avoir justement des visualisations et une approche assez carrée des choses. Donc là, ce que je viens de vous raconter dans l'histoire, c'est le Say et le Express. Et quand je vous parle de l'audience, on va faire le check. Je vous ai dit, je ne m'adresse pas de la même manière. Il faut quand même que je m'assure, quand je fais mes visualisations, que l'audience que j'ai en face de moi comprenne ce que je leur raconte. Donc, on a des guidelines pour le check. Et j'aime bien cet exemple, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, le biais the survivor bias. Donc ça a été fait Seconde Guerre mondiale. Ok, on fait de l'analyse pendant la Seconde Guerre mondiale et ils voulaient renforcer les avions, rajouter du blindage, parce que tous les avions pendant la guerre ne reviennent pas forcément. C'est plutôt un critère, enfin un fait plutôt. Et donc, ils ont dit, on fait une analyse. Tac, on prend les avions, on regarde où ils se font mitrailler, on blinde où ils se sont fait mitrailler, c'est génial. Donc logiquement, vous voyez ça, étape 1, je blinde tout ça. Et là, c'est là qu'intervient le biais dans la manière de constituer la visualisation.
Voilà. Ceux qui sont revenus, c'est ceux qui ont des trous, mais c'est ceux qui sont revenus. Sous-entendu, tous ceux qui sont parvenus, est-ce qu'ils n'auraient pas été plutôt shootés là? Parce que le pattern commun, c'est... Ils reviennent, ils n'ont rien là, ils n'ont rien sur le cockpit, ils n'ont rien sur les moteurs. Voilà le biais. Alors on rigole, hein, mais je peux vous dire que le nombre de fois où je fais une formation DataVis et storytelling et où on demande de gens de créer sur la base d'un dataset et choses, c'est le festival de biais. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Et là, je vous donne un exemple. Ça, c'était quand j'étais un consultant. J'appelais ça les boîtes à baffes dans les directions. Et donc, il m'avait demandé de travailler toute la partie data visualisation sur le pilotage budgétaire. Pas le truc le plus funky au monde, mais voilà. Donc, bon, tableau de chiffres. On commence par faire ça. Donc, on les met les uns derrière les autres, bien alignés, bien droits, fiers, comme Artaban. On met le nom des directions en bas. Step 1, plutôt pas mal. On peut peut-être faire mieux. Ils ont dit, on va rajouter, si je reviens en arrière, on va rajouter des couleurs. Je vous fais la version un petit peu plus simplifiée. J'avais d'autres versions, mais le travail de construction était un peu long. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en rouge-rose ceux qui dépassaient la ligne des 100%. Ouais, et si je suis au-dessus de 100%, c'est que j'ai un peu bouffé tout mon budget et que par conséquent, je suis en dépassement budgétaire. Donc là, c'est génial. Je vous jure, véridique. Oh, c'est génial. Ah ouais, tout est très clair. Bon, bah, hop, 3 baffes qui partaient. Je leur ai dit, pop, calmez-vous. Calmez-vous, on peut quand même faire mieux. Et en fait, on est arrivé à ça. C'est la même chose. Sauf qu'ils oubliaient de prendre 2-3 informations un petit peu critiques dans la lecture, parce qu'eux ne prenaient qu'une vision très parcellaire de l'information. N'oubliez pas, les visualisations, c'est des formidables group by, pour ceux qui savent faire du SQL. C'est des agrégateurs de données. Il y a peut-être 1 milliard de lignes derrière mon graphique. Je l'ai mis dans une dizaine de petites colonnes que j'ai colorées en plus. Donc en fait, ce qu'on a fait, on leur a dit, OK, on reste sur le même exercice. On met sur l'axe Y le pourcentage de dépassement budgétaire, on met joliment la ligne rouge qui représente les 100%, jusque-là tout va bien. Mais on va quand même rajouter la taille du budget, accessoirement, parce que dépasser de 10% sur 100 000 balles, c'est pas la même chose qu'être à 2 doigts d'un dépassement budgétaire sur un budget à plus de 130 millions. OK ? Et lui, je peux vous dire, il se faisait pas baffer. Il était même... regardez, lui, il est sous le radar, magnifique. En plus, la taille de la bulle, c'était le nombre de sous-directions. Donc au début, oui, on va mettre le nombre de sous-directions. Non. On va mettre le nombre de sous-directions en dépassement budgétaire. Ah oui, si vous avez un vilain petit canard dans votre organisation qui claque tout le budget, bon, ça veut dire que globalement, vous en avez un de mauvais sur tout le reste. Les petites bulles par là. Par contre, quand vous en avez un, toute son organisation est en dépassement budgétaire, vous allez me dire, ça devrait être au-dessus de 100%. Ok, mais en fait, lui, il est juste à l'équilibre. Il a 50% de très bon, qui était vraiment très en dessous du budget, et 50% qui était très au-dessus du budget. Et là, la réalité, c'est que tout le monde était comme ça, en se disant, pourvu que ceux qui n'ont pas consommé leur budget ne le consomment pas. Ça, c'est la réalité qui se cachait derrière leurs données. Et eux s'arrêtaient instantanément sur le bar chart. Ils disaient, j'ai la réponse à ma question. Dites-vous juste une chose, la réalité est forcément dans vos données, mais une visualisation ne répond pas à plein de questions en même temps. Ça, c'est souvent l'écueil. Une fois qu'on a trouvé un truc sympa, on se dit, magnifique, j'ai toute la vérité dans un graphique. Non, un graphique répond à une question et une seule. Donc si j'ai besoin de poser un petit peu plus de questions, parce que là, pareil, ce magnifique scatter plot, j'en suis l'auteur, donc il est beau. En fait, il cache quand même des trucs. Donc, c'était tout un dashboard qu'on leur a construit. On les a sortis un petit peu du pie chart, du line chart, du tableau Excel, du tableau croisé dynamique à 52 niveaux de dépliement, etc. Donc, la réalité, elle est là. Faites attention aux biais que vous allez induire et n'hésitez pas à tester. Faire une phase de check avec les gens. Alors moi, quand j'étais plus jeune, je checkais avec mon père.
C'était magnifique. Non seulement il me disait je comprends pas, mais en plus il était capable de me péter un dashboard. Donc ça voilà. Mais n'hésitez pas à tester avec des audiences qui ne sont pas les audiences cibles. Parce que si eux ne comprennent pas, c'est pas grave. Mais s'ils ont compris, c'est super. Ça veut dire que ouais, vous êtes vraiment en capacité d'adresser tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je vais m'arrêter là. Et je dois